Merci, monsieur le professeur, pour cette introduction un peu trop louangeuse, je pense. Croyez bien que c'est un honneur pour moi que d'avoir été invité à prendre la parole dans cette vénérable institution. Tenant compte du sujet que je vais vous présenter aujourd'hui, il est clair que je dois prendre quelques précautions oratoires. Tout d'abord, tout ce que je vous dirai ne pourra être retenu que contre moi. Je ne représente ni l'école royale militaire, ni la défense, ni le gouvernement, ni personne, sauf moi. Et c'est déjà assez difficile comme ça. Bien. Alors, si on veut bien continuer. En liminaire, je voudrais quand même souligner le fait que si je suis économiste, et si je vais vous parler des coûts économiques d'une intervention armée, les coûts économiques en soi n'ont que peu d'importance si l'on tient compte, en tant qu'humaniste, des autres coûts et des premiers coûts dont il faut tenir compte dans un conflit. Les coûts humains, les pertes de vie humaines, les populations déplacées, les morts, les blessés, les émigrés. Dois-je vous rappeler tout ce que nous voyons tous les jours comme image à la télévision? Il est clair que cela, c'est le premier effet, c'est le premier coup, entre guillemets, d'une guerre, d'un conflit qui dure et qui dure et qui dure depuis longtemps. Donc, je vais appliquer en fait ce qu'un collègue lointain avait déjà dit avant moi. L'économiste qui n'est qu'économiste n'est pas un économiste. C'est mon collègue John Stuart Mill, malgré le fait qu'il était écossais, était quand même un bon économiste du début du 19e siècle. Bien, cela étant dit, je ne peux pas m'étendre sur cet aspect-là, puisque ce n'est pas le sujet et puisque ce n'est pas ma spécialité. Je vais donc vous parler des coûts proprement dit, en vous parlant des différentes présentations possibles d'un coût et d'une dépense, parce que, je vous le montrerai, un coût et une dépense, ce n'est pas et pas du tout la même chose. Je vais faire des prévisions, des estimations ex ante et ex post, donc avant le conflit et après le conflit et l'intervention. Et je vais vous parler de 3 opérations belges. Pour la conclusion, je ferai appel à Gustave Flaubert. Bien, donc première chose, les coûts de la participation à un conflit. En matière de coûts et de dépenses, que faut-il entendre par là? Quelles sont les prévisions? Quelles sont les sortes de coûts? Et aussi, et d'abord, les coûts pour qui? Pour qui? Qui doit subir, si j'ose dire, les coûts? Eh bien, je vais commencer par cette dernière partie pour souligner le fait que, encore une fois, dans mon approche humaniste, avant de parler des coûts pour nous, je vais parler des coûts pour les autres, c'est-à-dire pour ceux qui subissent directement dans leur pays les effets d'une intervention armée, d'une guerre ou d'une guerre civile. Donc dans le pays affecté, et je vais commencer par une petite représentation graphique. Je sais que dans la salle, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas les représentations graphiques, les maths, les graphes. Je vais promettre 2 choses. 1, je vais me limiter à très peu de présentations de ce type. Une seule, celle-ci. Et deuxièmement, je vais essayer d'expliquer, disons, pour gens du monde, que vous êtes tous bien entendu, cette présentation. Tout d'abord, j'ai 2 systèmes d'axes. J'ai un système d'axes avec 2 axes, la production de biens militaires en abscisse et la production de biens civils en ordonnée. La courbe que je dessine est appelée une courbe de transformation ou encore une courbe des possibilités de production. La voilà. Cela veut dire tout simplement que si dans un pays on utilise tous les facteurs de production disponibles et on ne produit que des biens civils, on peut en produire autant. Et si on ne produit que des biens militaires, on en produit autant. Donc en réalité, ce sera une combinaison, bien entendu. Cela veut donc dire que en ce qui concerne les possibilités de production, on tient compte du potentiel économique. En réalité, par exemple au point P, en temps de paix,
je parle du pays qui sera affecté par une intervention militaire, en temps de paix, eh bien, par exemple, on produit autant de biens civils et autant de biens militaires. Mais s'il y a une guerre civile, externe, peu importe, alors évidemment, les priorités changent. Il faut davantage de biens militaires et donc cela va se faire au détriment des biens civils puisqu'on utilise toujours tous les facteurs de production disponibles. Et on arrive au point G0. En fait, le coût de cette guerre va se mesurer en un passage du point A, temps de paix, vers le point B, temps de guerre. C'est une perte de biens civils, c'est une perte de la potentialité de production de biens civils. Et donc voilà mon premier coût que j'appelle les dépenses de guerre. Ce n'est pas tout. On pense toujours d'abord à cela, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce qu'en réalité, en temps de guerre, les facteurs de production, le potentiel économique diminue. Et cette fameuse courbe de transformation ne peut être maintenue. Elle va donc se rabattre vers l'origine, par exemple là, et ceci c'est la courbe du temps de guerre. Automatiquement, donc, le point G0 ne peut plus être maintenu, et si je fais l'hypothèse que je continue à produire la même quantité de biens militaires, il est clair qu'on perd encore davantage de biens civils. Nouvelle mesure de coût du conflit que j'appelle les pertes de capacité économique. Et ce n'est toujours pas tout. Parce qu'en réalité, chaque point sur la courbe, comme là ou comme ici, est un point qui, pour un économiste, est appelé un point de Pareto, c'est-à-dire un optimum, obtenu lorsque tous les facteurs de production sont utilisés de la meilleure façon possible. Déjà en temps de paix, c'est pas évident, temps de guerre sûrement pas. Donc en réalité, on descend encore vers un point qui ne se trouve pas sur la courbe et avec encore une perte de production de biens civils que j'appelle alors les pertes dues à la désorganisation en temps de guerre. Et voilà donc, en résumé, les effets, les coûts économiques d'un conflit armé en 3 catégories. Je dois vous dire que, bon, ceci, vous me direz, c'est de la théorie, oui, mais en 1991, un collègue italien et moi-même avions eu la mission de l'OTAN pour essayer de faire une estimation, d'abord théorique et puis pratique, de ce type pour la guerre civile en Yougoslavie, après 6 mois de guerre civile. Donc nous avions établi ensemble cette théorie et puis nous avons mesuré en termes de dollars à l'époque les effets de cette intervention ou de ce conflit armé. Eh bien, je peux vous dire tout simplement, sans citer les chiffres en valeur absolue, en 6 mois de guerre civile en Yougoslavie, on avait perdu, tenez-vous bien, 73% du PIB, 73% du potentiel économique. Alors parfois quand j'ai entendu des gens qu'une bonne petite guerre c'est bon pour l'économie, excusez-moi, excusez-moi. Bien. Cela étant dit, j'en ai terminé de ces effets dans le pays qui est affecté. Parlons donc en fait des coûts après la fin des opérations militaires chez eux et où nous intervenons aussi, ou plus directement des coûts et des dépenses pour nous. Puisque je parle d'un petit pays, je prends l'exemple de la Belgique qui intervenons à l'extérieur. Ma première série, c'est la définition des coûts fixes. Mais les coûts fixes, c'est les coûts que l'on paye chaque année pour avoir une armée. Ce sont les coûts, ce sont les matériels, ce sont les bâtiments, les casernes, c'est le personnel, c'est tout. C'est une armée, mais qui est encore dans ses casernes et qui ne bouge pas. Ça, c'est le coût fixe. Et donc, on tient compte de tout. Et au niveau budgétaire, évidemment, chaque année, le gouvernement demande un budget et le ministre de la Défense demande un budget, le Parlement vote. Donc, avant le début de l'année, en principe, parfois c'est un peu plus tard, mais avant le 1er janvier, on vote le budget qui est nécessaire pour avoir cette armée qui correspond au coût fixe. Les coûts variables, eux, vont dépendre de l'intervention
éventuels. Et ces coûts variables vont donc porter, par exemple, pour le personnel, alors que les traitements de personnel sont un coût fixe, pour le personnel qui est parti en mission à l'étranger, ce sont les primes. Les primes de week-end, les primes de danger, les primes d'éloignement, etc. Ça, c'est un coût variable. Et donc, vous comprenez déjà que pour calculer le coût d'une intervention, je ne tiens pas compte du tout des traitements du personnel, mais bien des primes qui viennent s'ajouter pendant la durée de l'opération. Primes pour le personnel, les dépenses de consommation, bien oui, le carburant supplémentaire, les munitions, tout ce qui est utilisé, par exemple, pour remplacer les pièces défectueuses, etc. Et je termine évidemment, là, je ne peux jamais l'oublier, le fait que même dans une opération militaire, il y a des interventions humanitaires. Après, pendant et avant même l'opération armée. Il ne faut pas l'oublier non plus. Donc les armées modernes, du temps de la guerre froide, nous n'aurions jamais pensé à ça, mais les armées modernes ont un rôle important à jouer aussi sur le plan humanitaire. Bien. Donc, lorsqu'il s'agira de calculer les coûts d'une intervention, on ne parlera jamais des coûts fixes, mais bien des coûts variables. Autre distinction, tantôt nous avions les coûts fixes, les coûts variables, maintenant les coûts directs et les coûts indirects. Les coûts directs sont les coûts qui découlent directement des opérations militaires sur le terrain. Mais il faut aussi ajouter le déploiement des troupes avant le début du conflit et le redéploiement, c'est-à-dire le retour des troupes après le conflit. Si je prends pour exemple la première intervention en Irak en 1991, eh bien, Saddam Hussein avait envahi le Koweït au mois de juillet 1990. Eh bien, la coalition contre l'Irak a été mise sur place, il y avait 500 000 hommes, plus tout le matériel, a été mis sur place en 5 mois et demi. En 5 mois et demi. Donc, tous ces coûts, évidemment, pour les Américains, il fallait tout amener depuis les États-Unis, et puis il y avait les Britanniques, les Français. Eh bien, bon, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de moyens, et donc aussi beaucoup de budget. Et puis il faut que tout le monde retourne à la fin, le matériel également. Donc là aussi, c'est un coût de l'intervention militaire. Les coûts indirects, les coûts indirects, comme le mot le dit, c'est un peu plus indirect. Il n'y a pas en principe d'effet direct, de rapport direct avec l'opération militaire. Et là, de nouveau, ce sont les missions humanitaires qui peuvent intervenir comme exemple, mais aussi les frais de reconstruction de bâtiments, reconstruction et de reconstitution de stocks. Donc, toutes les munitions qui ont été utilisées, il faut de nouveau remplir les stocks. Et donc, vous me direz, oui, mais enfin, c'est autre chose. Ben non, si on n'avait pas eu l'intervention militaire, les munitions n'auraient pas été utilisées, on n'aurait pas dû acheter de nouvelles munitions. Donc, là aussi, il faut en tenir compte. Un petit exemple aussi, comme... Oula. Bien. Un petit exemple ici pour la guerre en Irak aussi. Il faut savoir que pendant la guerre en Irak, eh bien, les bateaux, les pétroliers, etc., les bateaux marchands continuaient de naviguer dans les environs et s'approchaient plus ou moins des ports d'Irak. Eh bien, les compagnies d'assurance ont augmenté leur prime d'assurance pour les bateaux de 700%. C'est encore un coût, si vous voulez, mais tout à fait indirect, bien entendu. Il y a encore des coûts un peu plus bizarres à certains moments donnés, c'est ce qu'on appelle les coûts induits. Parce qu'à cause d'une intervention, et si vous me permettez une petite parenthèse, parfois à cause d'une non-intervention, il peut y avoir des coûts supplémentaires au plan politique. Par exemple, on déstabilise un pays, on fait apparaître bien des partis ou des groupements non démocratiques, et Daesh, évidemment, on sait ce qu'il faut en penser. Les prix du pétrole risquent d'augmenter, pas toujours, mais ça arrive. Et l'approvisionnement risque de se raréfier.
la crise économique, la bourse, bon, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais il y a aussi des facteurs d'ordre psychologique, la confiance des consommateurs, la confiance des producteurs dans le pays qui est touché, mais dans d'autres pays aussi. Et enfin, bon, des facteurs géographiques et écologiques. Il faut savoir que pour l'instant, à cause de la guerre en Syrie, qui dure déjà depuis 5 ans, à cause de la guerre en Syrie, les agriculteurs israéliens ne sont pas très contents. Pourquoi? Parce qu'en Syrie, à cause des bombes qui pleuvent partout, les agriculteurs ne travaillent plus la terre. Donc, la terre devient de plus en plus meuble. Donc, avec les vents qui se lèvent, on soulève des tonnes de poussière et avec les vents dominants, se dirige vers Israël. Et là, les agriculteurs n'en sont pas du tout contents. Effet de la guerre. Une remarque encore, des coûts additionnels ou des surcoûts, comme nous les appelons parfois, eh bien, ce sont des coûts qui peuvent s'ajouter en fonction du déroulement des opérations. Par exemple, si on n'a pas utilisé de munitions, il n'y aura pas de surcoût. Par contre, c'est arrivé, je vous le montrerai tout à l'heure, c'est arrivé il y a 4 ans en Libye, eh bien, on a dû racheter rapidement des munitions que nous n'avions même plus en stock et donc on a dû en racheter à l'étranger. Donc ce sont des surcoûts dont on n'avait pas tenu compte au départ. Bon, alors un autre problème, c'est de savoir quels sont les coûts et quelles sont les dépenses. Ce n'est pas la même chose, vous disais-je, donc voyons cela. Première chose, premier cas, les coûts et les dépenses, c'est la même chose. En disant cela, vous ne savez toujours pas la différence, bien entendu. Ça vient. Deuxième cas, les coûts sont supérieurs aux dépenses. En fait, il s'agit du coût d'une opération militaire, d'utilisation, par exemple, de munitions, mais que nous avions déjà en stock. Donc, on utilise les munitions, il ne faut pas les acheter. Ça a un coût, mais on n'a pas dû payer cette année-là, faire une dépense cette année-là pour les munitions que nous utilisons. Bon, évidemment, quand on va reconstituer les stocks plus tard, ça fera une dépense supplémentaire, mais pas pour l'année budgétaire prévue. Troisième cas, ça c'est un peu plus gai, les coûts sont inférieurs aux dépenses. Je parle bien entendu du ministère de la Défense. Les coûts inférieurs aux dépenses, ça veut dire qu'on a dépensé, on a payé tout ce qu'il fallait payer, mais une partie de ces dépenses sera remboursée par quelqu'un d'autre, par des tiers, contributions de tiers. Les tiers, c'est qui? C'est par exemple l'ONU. L'ONU a remboursé une partie des coûts que nous avions pour les opérations de déminage au Liban, surtout les coûts de personnel et les coûts de transport. Par exemple, le Grand-Duché de Luxembourg envoie toujours un petit détachement avec les troupes belges en opération. Eh bien, c'est le Grand-Duché qui rembourse tout ce qui est en rapport avec les dépenses pour les militaires luxembourgeois. Un autre exemple, ce sont les autres ministères, par exemple les affaires étrangères, par exemple l'intérieur. Mais je vous en parlerai tantôt avec un exemple encore. Donc, s'il y a une contribution de tiers, eh bien, ça veut dire que la défense a payé, donc il y a une espèce de préfinancement, si vous voulez, mais les tiers nous remboursent après un certain temps. Ici, c'est l'ONU, c'est après un temps certain. Les dépenses sont donc en fait des coûts imputés à un budget particulier de la défense. La structure des coûts maintenant, eh bien bon, là aussi je vous cite rapidement les différents postes de coûts. Il y a bien sûr le personnel, il faut tenir compte de combien de militaires vont partir en mission, quelle est leur catégorie, officiers généraux, supérieurs, subalternes,
volontaire, etc. Quelle sera la durée de l'engagement? Très souvent, on ne sait pas très bien au départ. Et quel est le statut pécuniaire de ces personnes? Deuxième catégorie, ce sont évidemment les coûts de fonctionnement. Voilà, évidemment, logement, nourriture, les produits de consommation, la localisation, où va-t-on aller, où va-t-on loger ces militaires. Je donnerai également un bel exemple tout à l'heure. Et il faut aussi la coopération militaire-civile et information des familles, parce que, évidemment, les familles qui restent pendant un certain nombre de semaines ou de mois seules à la maison doivent être informées le mieux possible de la façon dont se déroulent les opérations. Et ces derniers temps, ces dernières années, évidemment, on organise pratiquement tous les 2 jours un lien direct par satellite et par ordinateur entre les familles et leurs militaires, leurs membres de la famille qui se trouvent en opération. Les coûts de transport, évidemment, déploiement et redéploiement. Il faut quand même souligner, et ça pèse sur les coûts, positivement, négativement, quand on se déploie, il faut y aller le plus vite possible. Donc, on utilise les moyens les plus rapides, l'avion par exemple. Par contre, pour le retour, ce qui compte, c'est l'économie des dépenses, l'économie des budgets. Il faut dépenser le moins possible. Donc, on prend la route ou le train ou le bateau, pas l'avion. Sauf pour des équipements sensibles, comme des munitions ou comme des matériels technologiquement très évolués. Bien. Les rotations de personnel, parce qu'il y a des règles aussi, après un certain nombre de semaines ou de mois, il faut que le personnel soit relevé. Donc il faut aller les chercher, il faut ramener les nouveaux. La même chose pour le matériel. Par exemple, le plan de navigation à la marine implique que les navires ne peuvent pas rester en mer plus que autant de jours de mer avant d'être de nouveau mis en rade pour être réparés ou pour être contrôlés. Et donc, voilà, je vous ai dit air, mer ou terre. Autre définition et autre différence, le coût brut et le coût net. Le coût brut, c'est le coût total. Tout est compris dedans. Quelle que soit la personne ou l'institution qui paye d'ailleurs. Le coût net, ça va être influencé par la contribution de tiers. Je vous ai parlé des exemples de tiers qui peuvent intervenir, mais il y a encore autre chose, il y a des compensations internes. Par exemple, lorsque les pilotes de FCS partent en mission, ils vont voler un certain nombre d'heures. Est-ce que cela va s'additionner au coût non? Bien non, en général, on dit bon, ils ont volé autant d'heures, voilà autant d'heures qu'ils ne doivent plus voler en Europe pour leur entraînement. Donc le plan de vol d'entraînement va servir pour, en tant que compensation du coût de l'intervention. La même chose pour le plan de route, pour le matériel médical, la même chose pour la marine. Je passe assez rapidement, mais je crois que ce qui compte, c'est la définition au-delà des petits exemples que je vous donne. Le coût net est donc le coût brut, le coût total, moins la contribution de tiers et moins les compensations internes. Donc finalement, ce que la défense paye pendant la période considérée, pendant l'année budgétaire considérée, c'est le coût net. Et donc le coût net et le coût brut, ce n'est pas la même chose, c'est le coût net qui devient une dépense. Bon, alors là je vais me lancer. Je vais me lancer, mais tout en disant qu'au niveau des prévisions et des économistes, vous avez sûrement votre petite idée là-dessus, ben, je vais vous dire ceci. Ça me fait penser à Pierre Dac qui disait « Les prévisions sont toujours difficiles, surtout quand il s'agit de l'avenir. » C'est un peu la même chose si vous voulez. Mais il ne faut pas rire parce que
nous les économistes, nous sommes au moins capables de vous dire demain pourquoi les prévisions d'hier ne sont pas arrivées aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc c'est l'analyse qui compte. Bien. Alors pour ces prévisions, j'ai mes frustrations. Lorsque l'armée belge est partie le 20 mars 2011 pour leur mission en Libye, ou au-dessus de la Libye, le 20 mars, le 21 mars, j'ai été contacté par une journaliste d'une chaîne de télévision que je ne nommerai pas. Il me disait, monsieur le professeur, vous pouvez évaluer les cours. Vous pouvez venir, parce que bon, on va vous interviewer, ça passe aux actualités ce soir. Je dis, oui, je peux, mais je vous dis les chiffres dans 6 mois. Oui, mais enfin, pourquoi? Dans 6 mois, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, je ne sais pas s'ils vont utiliser des munitions, je ne sais rien. Donc, quand je saurai, vous pouvez venir. Oui, mais enfin, bon, on a prévu une intervention ce soir. Je dis, non, je regrette. Mais le soir, elle avait une intervention d'une personne qui disait, ça va coûter autant. Hein? Bon, alors, dans les jours qui suivaient, dans la presse, on en a vu des belles. Voilà, bon, je donne quelques chiffres. Hein. Au départ, on partait pour 3 mois. Voilà. Entre 12 et 20 millions, bon, il y a quand même une petite fourchette. Hein. Et ça continue. Hein. 6 mois 31, bon, c'est parfois compatible si on fait une petite règle de 3, parfois pas. Le coût total sera de 60 millions. Il y en a même un qui a dit le coût d'une bombe larguée par un OFC, c'est 350 000 €. Ça devait être un spécialiste. En fait, c'est un syndicaliste de la SNCB. Bon. Alors, coût total 25 millions, vous voyez la différence entre les estimations, hein, coût total. Alors, le dernier, c'est le pompon. Ça vient de quelqu'un qui devait savoir et qui a dit ce sera 10 millions par mois. Vous verrez tout de suite, je ne dirai pas qui c'est, vous verrez tout de suite le résultat réel. Mais d'abord, les déterminants de l'estimation des coûts. De quoi faut-il tenir compte pour donner des chiffres? Qu'est-ce qui influence directement et indirectement ces chiffres? Eh bien, bon, j'en ai déjà touché un mot indirectement, mais ça dure combien de temps? Quelle est l'intensité? Est-ce qu'on va simplement, pour une F-16, voler pour faire de la reconnaissance, ou est-ce qu'on va intervenir par des bombardements? On ne sait pas au départ. Est-ce qu'on va utiliser ou non du matériel de haute technologie? Haute technologie égale très cher. Est-ce qu'on va déployer des troupes au sol ou non? Comme disent les Américains, boots on the ground, et on en discute maintenant à l'ONU pour la Syrie. Et quelle est la nature, la technologie des munitions? Autre chose, faut-il faire des remplacements, des rotations avant, pendant, après l'intervention? Autre chose aussi, est-ce qu'on va être soutenu par des alliés? Militairement, oui sans doute, mais budgétairement, c'est rare. L'OTAN, par exemple, l'OTAN n'a pas de budget. L'OTAN n'intervient jamais dans un financement. L'ONU parfois, l'Union européenne très rarement. Et les opérations de maintien de la paix qui se font, même sans intervention décidée, qui se font avant ou après un conflit dans certaines régions, dans certains pays, qui font l'objet d'accords généralement avec les gouvernements de ces pays, comme en Irak par exemple. Les interventions humanitaires avant et après, l'aide à la reconstruction et l'aide à l'organisation politique et administrative. J'ai un collègue, également économiste de défense à l'Université de Montpellier. Il est colonel de réserve dans le commissariat français. Le commissariat français, ce sont les administrateurs militaires belges. Eh bien, il s'est arrangé pour regrouper tous ses cours dans un semestre. Les 6 autres mois, il partait au Kosovo pour donner des conseils en matière d'organisation politique et administrative.
C'était son dada. Un petit exemple là d'une intervention qui est plutôt cool. Hein, on monte la garde, on reconstruit des routes, contact avec les civils et la formation des militaires ou des policiers afghans par exemple dans ce cas-ci. Mais il est clair que ça peut être autre chose. Et pour bien montrer la différence, je suis sous votre contrôle, monsieur le professeur. Oui, ça va. Pour bien montrer la différence, je vais vous montrer la différence entre deux interventions que l'on pourrait avoir l'impression d'être identiques, avec un envoi de 6 F-16. Ben, c'était le cas évidemment en Libye, mais c'est aussi le cas en Afghanistan. C'était le cas en Afghanistan. Donc, est-ce que 6 F-16 c'est la même chose que 6 F-16 ? Poser la question, c'est y répondre, bien entendu. Et je vais vous montrer la différence. Non, ce n'est pas comparable du tout, et on va montrer un peu. Ça, c'est une mission de reconnaissance au-dessus des pays baltes. Vous savez que nous avons un accord au sein de l'OTAN, les pays baltes n'ayant pas de force aérienne, et les pays baltes étant régulièrement visités par des avions russes qui ont perdu leur chemin, ben, il faut quand même intervenir un peu pour leur interdire l'accès à l'espace aérien. Voilà, je vais passer à un autre exemple qui n'est pas le même genre de mission. Un bombardement. J'ai occulté les paramètres sensibles du radar. Voilà, toute autre chose évidemment. Alors si vos F-16 font ça, ou alors simplement de la reconnaissance ou de l'interdiction aérienne, ce n'est pas la même chose du tout, et donc les coûts ne sont pas identiques non plus. Bon, voilà. Le coût total, pour comparer, eh bien, Unified Protector, c'est en Libye et en Afghanistan pour l'ISAF. Alors, pour le personnel, par exemple, 2,9 millions, et presque 3 millions, et 4,6 millions. J'ai choisi la même période de 7 mois. C'est quand même fort différent, et on va voir les détails tout de suite. Pour le fonctionnement, ben, regardez, là, c'est l'inverse. Ici, c'est l'Afghanistan qui coûte plus cher pour le personnel. Pour le fonctionnement, c'est l'inverse. Pour le transport, bon, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais regardez, le total, quand même une différence assez sensible. Comment cela peut-il s'expliquer? Eh bien, pour le personnel, d'abord la composition du personnel engagé. En Libye, un officier supérieur, 13 officiers subalternes. Je ne sais pas pourquoi on les appelle subalternes d'ailleurs, mais enfin bon, 64 sous-officiers et 4 volontaires. En Afghanistan, 4 officiers supérieurs, 19 subalternes, 72 sous-officiers, 21 volontaires. C'est déjà quelque chose de fort différent. Alors les risques courus, c'est-à-dire les primes de risque qu'ils vont recevoir. Alors là, le risque 5, ce sont les pilotes des F-16 qui sont en mission. Que ce soit une mission de reconnaissance de bombardement, ils ont le risque maximum 5. Donc la prime maximale. Le coefficient 2, ben, pourquoi? Ils étaient stationnés en Grèce, sur un aérodrome de l'OTAN où rien ne se passait. Ils devaient simplement attendre que les avions reviennent pour les entretenir, les approvisionner, c'est tout. Pas de risque, donc le risque est minimal de 2. Par contre, en Afghanistan, les talibans attaquaient les installations militaires de tout le monde. Donc le risque au sol était quand même de 4 et les primes de risque pour tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire c'est, à peu près 120 personnes, était beaucoup plus élevé. D'où 4,6 millions, presque 3 millions.
c'était le personnel. Maintenant, pour le fonctionnement, c'est un peu l'inverse, vous avais-je dit. Bien voilà, le séjour, moins d'1 million, donc pour la Libye, Afghanistan, moins d'1 million, plus conteneurs, plus générateurs. Tiens, comment ça se fait? Ben, ils sont dans des conteneurs, et donc il faut des générateurs d'électricité, et le séjour, bon, y compris, bien sûr, le ravitaillement. Pourquoi cette différence? Eh bien, il faut connaître un peu le dessous des affaires. Pour la Grèce, les militaires belges, les militaires de l'OTAN en général, de la composante air, ont un terrain à partir duquel ils font des exercices de l'OTAN, à Araxos. C'est un terrain d'aviation de l'OTAN et de la Grèce proprement dite. Qu'ont fait nos concepteurs de la façon de financer les dépenses là-bas? Bien, sont allés chez le patron d'un hôtel 4 étoiles. Ils lui ont dit, vous voulez bien réserver tout l'hôtel pour nos militaires? Ah, oui, mais enfin, j'ai des touristes qui viennent. Non, non, n'essayez pas. Vous aurez beaucoup moins de touristes à cause justement de la guerre en Libye, c'est pas très loin. Oui, c'est vrai. Eh bien, on vous loue votre hôtel jusqu'à la fin de l'été. Finalement, ça a été jusqu'en octobre. On vous paye tous les étages, même si on n'occupe pas la moitié. On vous paye tout. Comme ça, vous êtes assuré de votre rentrée. Et nous, ben, on est bien logés. Eh bien, en fin de compte, ça a coûté un tout petit peu plus que le séjour direct en conteneur. Mais si on tient compte de tout ce qui doit être payé autour, c'était moins cher. Et c'était beaucoup plus agréable. Pour le reste, les vols opérationnels 2500 heures, il y en a moins en Afghanistan. Le coût d'une heure de vol, 14 millions en 2011 en Libye, 11 millions ici. Pourquoi? Eh bien, les 11 millions d'heures de vol, c'était surtout des vols de reconnaissance. Des vols de F-16 qui volent, disons, à une vitesse entre guillemets normale. Mais quand vous avez des vols d'attaque, de bombardement, bien, vous avez évidemment l'occasion d'utiliser la post-combustion, donc d'avoir des dépenses beaucoup plus importantes pour le kérosène, d'où le coût plus élevé. Les munitions, eh bien, en Libye, beaucoup, pratiquement rien. En Afghanistan. Et je vais revenir aux munitions tout de suite. Donc voilà, la Libye a coûté plus cher que l'Afghanistan. Pour les munitions, je vais vous montrer l'exemple tout de suite. Je vais vous parler de 2 opérations belges, plus une 3e tout à l'heure, parmi toute une série de symboles et de badges que les militaires aiment bien coller à leurs uniformes et qui représentent toutes ces interventions. Je ne les ai même pas toutes. Enfin, bon. Voilà, les 2 cas, ce sera la Libye, Unified Protector, avec la traduction belge en Freedom Falcon, donc le faucon de liberté, et l'intervention récente que nous avons commencé en octobre l'année passée, jusqu'au 2 juillet de cette année-ci, Desert Falcon, le faucon du désert, c'est-à-dire le bombardement de Daesh en Irak. Et pas en Syrie. Bon, bah, c'est joli, je devais vous montrer ça. Hein. On commence donc par la Libye, voilà où nous sommes intervenus, en appui au sol, et l'appellation première de l'opération Odyssey Dawn, donc l'aube de l'Odyssée, faisait suite aux printemps arabes et les conséquences qui se sont fait jour pour la Tunisie, l'Égypte et en Libye où ça allait plutôt mal à cause de Kadhafi évidemment. Et il s'est formé, parce que Kadhafi bombardait ses propres populations, il y a eu une coalition à l'initiative de la France d'abord et puis les Britanniques et les Américains ont suivi rapidement et c'est cela qu'on appelait Odyssey Dawn.
Les États-Unis avaient autre chose à faire, ils n'avaient pas trop de budget à consacrer, donc les États-Unis se sont retirés de cette opération en Libye. À ce moment-là, eh bien, cette opération a été reprise. Mais entre-temps, j'ai vu dans la presse une photo quand même très intéressante qui m'a fait comprendre que les Américains avaient été remplacés par les Suisses, qui ont envoyé un porte-avions, remplacé avantageusement ou non, je ne sais pas. Et j'ai une photo de ce porte-avions. C'est un bateau qui porte un avion, donc étymologiquement c'est un porte-avions. Non ? Bien. Vous avez compris que je ne suis pas quelqu'un de sérieux, donc je vais continuer. Donc, après le retrait des Américains, c'est l'OTAN qui a repris la conduite des opérations. J'ai mis retrait entre guillemets, parce que les Américains, en fait, se sont retirés uniquement des opérations offensives. Sans les Américains, l'OTAN, c'était les Européens, membres de l'OTAN, n'auraient pas pu intervenir, parce qu'il nous manquait de tout. L'appui satellitaire, le renseignement satellitaire, les EBEX, les avions de surveillance, il nous manquait les drones, il nous manquait tout. Il nous manquait des avions de transport pour les munitions, etc. Bon. Donc, ils nous ont quand même appuyé de cette façon-là. Et à ce moment-là, c'est devenu Unified Protector. Bon, les coûts pour la Belgique et pour l'engagement de nos F-16, plus de 36 millions. Donc, c'est une période qui allait du 20 mars 2011 à fin octobre, mais enfin les 15 derniers jours n'ont pas été, il n'y a rien eu. Bon, voilà donc pour les F-16, pour les CMT, pour les chasseurs de mines tripartites, qui étaient là notamment pour appuyer l'embargo des armes et pour la protection des côtes. Et il y en a eu deux, le Narcisse et le Lobelia. Il faut savoir que ça nous a coûté beaucoup moins que prévu, parce que le Narcisse était en Méditerranée en train de faire un exercice OTAN. On a arrêté l'exercice, on leur a dit, comme à d'autres, allez quelques centaines de kilomètres plus loin et engagez-vous devant les côtes libyennes. Sinon, ils auraient dû venir des Hébreux, jusque-là, ça aurait coûté beaucoup plus cher. Mais après 3 mois et demi à peu près d'opération, alors là, la règle est là, le Narcisse devait rentrer, l'équipage devait rentrer, les normes étaient atteintes, donc retour à Zeebrugge et le Lobelia est venu relever le Narcisse. Donc quand même un peu plus cher encore, puisque cette intervention a duré un peu plus. Ça nous a coûté 7,3 millions. C'est pas tout. Les WEX, donc les avions radars, eh bien nous avions aussi des officiers et des sous-officiers à bord, 307 666. Et c'est pas tout. Le centre d'opération qui était situé en Italie, là aussi nous avons dû participer et payer notre dû 691. Le coût total, coût brut 44 392 pour l'opération libyenne, coût net 12 325 000 en moins. D'où vient cette intervention, une intervention de tiers? Oui. De qui? Du gouvernement. Le gouvernement, chaque année, prévoit dans un budget une provision interdépartementale. Donc une espèce de réserve budgétaire qui va servir au cas où on en aurait besoin. Et cette provision de 2011 avait déjà été promise en partie pour les prisons, pour améliorer un peu les installations, etc. Ça a été utilisé pour les prisons, mais moins que prévu. Les 12 325 000 dont je parlais ont été alloués à la défense dès le mois de juillet. Au mois de septembre, le chef de la défense a demandé de nouveau au Conseil des ministres, ça continue encore 3 mois, vous pouvez encore nous donner quelque chose?
Et la réponse a été négative. Voilà. Par catégorie maintenant, bon, personnel, vous voyez 9%, fonctionnement 84% et demi, et le transport 6%. Vous aurez compris que le fonctionnement, c'était surtout le fonctionnement des avions et les munitions larguées. Je passe à l'opération qui vient de se terminer cet été. Et là aussi, je vais essayer de faire un petit topo général. Nous n'avons pas été en Grèce, dans un hôtel. Nous avons été sur un aérodrome militaire de F-16, en Jordanie. Et bon, la photo est floue, mais elle a été prise de très loin, au téléobjectif, parce que bon, c'était accès restreint. Et d'ailleurs, les avions que vous voyez là ne sont pas des F-16 belges, mais sont des Américains. Enfin, soit, je ne vous ai rien dit. Donc, nous sommes intervenus au-dessus de l'Irak, mais pas de la Syrie, par décision politique. Et l'aérodrome dont je parlais se trouve là, en Jordanie. J'ai vu plus vite que mon ombre. C'est bien ça. Voilà la comparaison encore avec Desert Falcon. Personnel. Personnel, encore une fois, beaucoup plus cher ici, à cause du fait qu'il n'y avait pas les facilités que nous avions en Grèce. Le fonctionnement beaucoup plus cher, on va voir les munitions tout de suite. Et le transport aussi, c'était plus loin. Et on a dû avoir des rotations plus nombreuses. Le personnel, 8,44% de l'ensemble des dépenses contre 9,14%. 81 presque pour le fonctionnement, 66 et le transport beaucoup plus. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est le coût des munitions et le nombre de munitions larguées. Coût total, je vous l'avais donné tout à l'heure, 12,6 millions en Libye, au-dessus de l'Irak, 14,8. Nombre de bombes larguées, 473 contre 324, alors que le coût est plus élevé. Avec un coût moyen par bombe, non pas de 300 000 comme disait le syndicaliste de la SNCB, bon, je ne sais pas si lâche beaucoup de bombes là, mais enfin bon, et quand même plus de 45 000 maintenant, récemment. Pourquoi? Pourquoi? C'est très simple. En 2011, la majeure partie des bombes larguées provenaient des stocks achetés pendant les 4 ou 5 années précédentes, à donc des coûts qui étaient déjà des coûts dépassés, des coûts anciens. Deuxièmement, on a utilisé les mêmes bombes, sauf une, qui a été remplacée par une plus nouvelle, technologiquement beaucoup plus avancée, et vous aurez compris, beaucoup plus chère aussi. Et parmi les bombes larguées, en Libye, il y avait beaucoup de bombes, disons, de basse intensité. Ce n'était plus vrai pour les interventions contre Daesh. Donc on a utilisé plus de bombes chères que de bombes bon marché. Donc il faut tenir compte de tout cela quand on fait une analyse de ce type. Je vais passer, j'ai été assez rapide pour vous donner l'occasion de poser des questions, parce que je crois que dans cette matière, il y a pas mal de questions à poser. Je vais quand même vous faire une autre présentation d'une autre intervention, mais pas à l'étranger. L'opération Homeland, appelée ainsi, puisque c'est une intervention qui correspond à l'appui de la défense à la police fédérale. Suite évidemment aux attaques terroristes en France et en Belgique, pensez au musée juif, et l'intervention de la police au mois de janvier contre les terroristes qui préparaient une attaque à Verviers. Une intervention qui a
permis donc de prévenir cette attaque et qui a incité le gouvernement à demander à l'OCAM, donc l'office qui définit le niveau de risque dans le pays, s'il fallait avoir une crainte quelconque. La réponse a été oui. Donc on a mis des militaires dans les rues. Devant les installations juives notamment, en rue. Je ne sais pas si quelqu'un se reconnaît là, au coin de la rue. Voilà, ils sont là parmi les civils. Hein. Et voilà, je ne sais pas si le policier a été touché par quelque chose, parce qu'il pointe dangereusement vers la jambe. Là, hein. Je ne sais pas si c'est passé quelque chose ou pas. Bon, soyons sérieux quand même. Voilà, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais je vous donne maintenant les coûts de cette opération jusqu'au 30 septembre, donc jusqu'à demain. Quand je vous parlais de prévision. Voilà. Il y a eu 4 périodes distinctes parce que le nombre de personnel engagé n'a pas été les mêmes et les niveaux de risque n'ont pas été les mêmes non plus. Bon, du 17 janvier au 15 mars, du 16 mars au 30 juin, 2 mois supplémentaires jusqu'à fin août et 1 mois supplémentaire en septembre. Et vous voyez que le nombre 300, 230, 180, 220 a fluctué. Au départ, et c'est ça qui est intéressant à noter, au départ il y avait un accord entre la défense et la police. L'intérieur, donc service public fédéral de l'intérieur, payait tout le personnel. On avait dit, bon, on aura besoin de maximum 300, il n'y en a jamais eu plus de 250 en même temps en rue. Ils ont tout payé. La période suivante, maximum 230, il y a eu des problèmes. On a dû augmenter le personnel en rue et l'intérieur a dit oui, mais ce n'était pas prévu, on ne paye pas le surplus. Donc la défense a pris une partie à sa charge. Le fonctionnement, c'est le transport surtout, hein, carburant, réparation, etc. Période suivante, maximum 180. Là encore une fois, l'intérieur n'a pas tout payé parce qu'on a été à près de 200, 196 ou 198, je ne sais plus. Bon, donc la défense a payé une partie et la dernière période, maximum 220. Eh bien, croyez-le ou non, en septembre, ça n'a pas fait la une des journaux, mais tout n'a pas été tranquille dans ce pays et donc on a mis davantage de militaires en rue également à certains endroits. Et donc, la défense a également dû intervenir. Avec en tout, le gouvernement n'a pas encore décidé si on prolongeait ou non. Ça devrait se décider demain au Conseil des ministres. Mais le total, jusqu'à présent, 9 584 973, avec un coût pour la défense de 650 000 et pour l'intérieur de 8 834 000. Donc vous voyez que même pour une opération non armée, enfin les militaires sont armés, mais il n'y a pas une balle, pas une qui a été tirée. Sauf peut-être dans la jambe de policier, peut-être, mais enfin bon. Donc c'est une opération que l'on appelle de basse intensité. Et ça nous a coûté pas loin de 10 millions. Bien, j'en arrive à ma conclusion. Et pour ma conclusion, je vous l'avais dit, je fais appel à Gustave Flaubert. Et voilà, il a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il a dit plus vite que ça, mais... Je ne vais donc pas conclure. Je vous fais part d'une petite réflexion personnelle, mais vous me direz ce que vous en pensez.
Je vous remercie.